Gaillarde, un voyage avec celles qui nourrissent la France. Non, mais moi, c'est vrai, je me sens pas agricultrice, quoi. Je me sentirais plutôt paysanne. Et peut-être même, je serais plutôt fière de dire que je suis paysanne, quoi. Et l'agriculture, c'est un tellement beau moyen de lutte. Je suis bien dans la nature. Si je peux pas m'asseoir au pied d'un arbre, mais je vis pas, moi, hein. Je suis morte. Je trouve que se reconnecter avec la nature, c'est hyper important, quoi. Enfin, aujourd'hui, il y a une telle déconnexion. Mon père n'a pas voulu. Il voulait pas que ce soit sa seule fille qui reprenne. Il aurait préféré que ce soit un de ses fils. Donc c'est chouette si le métier se féminise. Ça nous forcera tous et toutes même à communiquer différemment. Travailler dans l'herbe, travailler avec les insectes, les cochinelles, les papillons, les fourmis, tout ça, je trouve ça beaucoup plus agréable que travailler dans une terre sèche où il n'y a rien. Enfin, c'est pas ça la vie, quoi. Je ne vis pas sur un grand pied, je pars jamais en vacances. C'est pas facile à faire tous les jours, hein. Gaillarde, un voyage avec celles qui nourrissent la France. Ah, attends, là-bas, il y a Jeanne. Non, c'est Sophie, je crois. Ou Julie ? Non, c'est Martin, en fait. Ah oui. À la ferme des filles, ça nous a pris pas mal de temps de pouvoir les reconnaître et surtout de comprendre les liens entre chacune. Cette ferme, elle est gérée par 4 femmes. Julie, Jeanne, Sophie et Cécile, qui sont entre elles soit sœurs ou cousines. Et elles ont 2 autres sœurs, Martha, qui tient un restaurant sur place avec les produits de la ferme, et Thaïs, qui a son atelier d'ébénisterie sur les lieux. On voit beaucoup de plus un. Elles ont aussi des frères, des cousins, des amis et beaucoup d'enfants. La ferme des filles, elle est à Capsieux, en Sud-Gironde. Leur terrain, elles le louent à la mairie de Capsieux. Il englobe les terres agricoles, sur lesquelles elles ont construit des serres, et aussi des bâtiments, des landaises qui font office de gîtes ou de logements pour certaines, ou d'ateliers et de restaurants. Être en collectif, comme elles, ça permet de multiplier les pratiques et les expérimentations. Ici, elles font principalement du maraîchage, des œufs et des tisanes, et elles testent plein de choses qui leur parlent. Sur la ferme, il y a plein de panneaux vers des noms de jardins super mystiques pour nous, à commencer par le jardin Saint-Tropique. L'objectif de la Saint-Tropie, c'est de recréer un écosystème naturel de type forêt, sur sa parcelle agricole productive. Pour ça, on plante plein d'espèces, pour avoir un mélange de plantes basses, de buissons, d'arbustes et d'arbres, pour créer des conditions de lumière et de fertilité semblables au sous-bois et favorables à la production. Jeanne nous explique un peu plus. En gros, c'est dans la lignée de l'agroforesterie, mais ça va encore plus loin parce que ça joue avec la succession des végétaux, ainsi que les hauteurs, les strates et les temporalités des végétaux. On plante dès le début, dans ce type d'agriculture, des plantes qui vont durer 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans. Du coup, c'est plutôt une agriculture vouée après à cultiver des arbres, et c'est pour l'alimentation, entre autres. On a l'impression que c'est une des solutions qui pourrait sauver l'agriculture, en gros. Donc on s'est dit, on veut en faire. Donc on a effectivement au jardin un panneau verger de Saint-Tropique qui s'inspire un peu du design de Saint-Tropie, mais qu'on n'a pas réellement encore mis en place. Parce qu'en fait, c'est l'hiver que ça se passe et on sème tout en même temps. Il faut glaner énormément de graines d'arbres, d'arbustes et de plantes. Et tout se met en même temps et qu'il y ait une logique, une réflexion qui ne se fait pas comme ça. Et du coup, normalement, l'hiver prochain, ça va démarrer sur la ferme. À l'entrée, il y a un superbe jardin mandala, avec une immense sculpture en ferronnerie en son centre, dans lequel Jeanne plante tout un tas de choses et expérimente aussi, par exemple, la milpa. Et là, c'est Sophie qui nous explique. C'est une méthode qui permet, tu vas planter 3 graines en même temps, une graine de pois, une graine de maïs et courge. Ça fait que le maïs va pousser en verticalité, la courge va pousser plutôt en couvre-sol et le pois va céder, va grimper en fait sur le maïs. Donc tu as cette association les 3 sœurs, on les appelle, parce qu'en fait elles aussi elles s'entraident. Et il y a aussi une logique après dans la restitution du sol, puisqu'elles ne sont pas de la même famille de plantes. Donc il y a des intérêts dans plein de domaines différents. Et pour la permaculture ? On peut dire justement agroécologie ou maintenant Saint-Tropie, agroforesterie plutôt que permaculture. Parce que maintenant, il y a des fois, la permaculture s'éloigne complètement du contexte aussi de l'agricole. On parle de la permaculture humaine. Et du coup, la permaculture, c'est que du bon sens. Donc évidemment, on essaye de faire
récupérer les ressources qu'il y a sur place pour mettre les paillis. Enfin voilà, il y a plein de bon sens dans la permaculture dont on s'inspire. Entre autres, elles mettent un point d'honneur à respecter la rotation des cultures. Ne pas planter les mêmes familles de plantes sur les mêmes zones d'année en année pour ne pas épuiser les sols. En hiver, elles plantent aussi des engrais verts, destinés à être enfouis pour ajouter de la matière organique dans le sol, c'est-à-dire nourrir le sol. Par exemple, sur l'aspergeraie. Elles utilisent des carrés maraîchers de petite taille pour le maraîchage et les plantes médicinales. Elles essaient au mieux d'associer les cultures pour de multiples raisons. Planter des arbres pour protéger les framboisiers du soleil, de l'œillet d'Inde sur les tomates pour éviter les maladies, ou encore du lin avec les pommes de terre. Et après, si on a essayé en association le lin pour les pommes de terre pour contrer un peu le ravageur principal doryphore, notre ami le doryphore. Et d'année en année, il se passe plein de choses, c'est incroyable. Il y a plein de plantes quand on cultive aussi qui arrivent et qu'on n'a pas semé, qu'on n'a pas acheté, qui arrivent on ne sait pas comment et qui se mettent à peupler le jardin tout autour. Il y a des trèfles, il y a plein de belles choses qui arrivent. Et au milieu de tout ce beau monde, il y a Igor, le cheval à la retraite de la famille. 3 adorables chats, des moutons qui se baladent, et surtout, il y a 250 poules. Oui, c'est le meilleur désherbant de la planète, la poule. Moi, je comprends pas que les gens continuent d'acheter des produits, en fait, qui coûtent cher et qui font du mal à tout le monde, alors que tu prends 2 poules. Pour le particulier qui a un petit jardin, franchement, tu peux donner toutes tes épluchures, tout ça. En plus, nous, on a les contraintes. On est en bio, tout ça, donc on peut leur donner que le grain. Donc on peut malheureusement pas apporter, tu vois, par exemple, avec tout le compost du restaurant, tout ça. Bon, ça on fait pas. On respecte évidemment cette réglementation. Donc elles sont nourries exclusivement au grain bio. Mais c'est le meilleur désherbant de la planète. Voilà, donc n'importe quel particulier qui a un petit carré d'herbe peut avoir des œufs et un entretien de jardin. Et la Veto nous disait clairement une basse-cour, enfin dans un poulailler, au-delà de 30 poules, elles ont du stress et des tensions. Voilà, donc quand tu sais qu'en bio, on arrive à faire des élevages à 24 000 poules, c'est formidable. Elles mettent un point d'honneur à se former toujours aux nouvelles et anciennes pratiques. Et puis c'est clair que c'est intéressant parfois de sortir, comme dit Sophie, d'échanger avec d'autres et de sortir de son propre système pour avoir un petit recul. Et à chaque fois qu'on a une de nous qui va faire une formation, même de 1 jour, elle revient avec un regard différent qui transforme des petites choses. La lumière dans les yeux. Ouais, donc c'est cool. Moi, vraiment, l'accompagnement, la formation, c'est quand on me pose la question, qu'est-ce que tu recommanderais ou qu'est-ce que toi tu pourrais... Moi, je dis toujours se faire accompagner et puis continuer de se former, quoi, tout le temps. Ouais. Et à l'entrée de la ferme des filles, il y a une toute petite boutique en libre service où sont vendus leurs produits. Parce qu'ici, on fait confiance au genre humain. Cette saison, c'est les asperges. Alors on en a cueilli et coupé, environ 40 kilos tous les 2 jours. Oh waouh! Mais c'est ça, une aspergeraie? Et c'est ça, pour les cueillir? Ouais, c'est une gouge. Elle a été faite par des copaines artisanes de la région. Eh c'est super. Il m'aura fallu 25 ans pour apprendre comment on pousse et comment on ramasse des asperges. On parle souvent de déconnexion, et on imagine quelque chose d'assez mystique, et de très cliché sur les citadines qui voient plus la nature. Mais la déconnexion, ça passe par des choses aussi simples que de ne pas savoir d'où vient ce que l'on mange ou ce que l'on porte, comment ça a été fait et par qui. Des choses simples qui nous permettent d'être plus proches de nos sensations et plus empathiques de nos productrices. Surtout plus reconnaissantes envers tout ce qui nous est aussi facilement accessible. C'est Julie qui nous en parle. Mais déjà, moi, je trouve que se reconnecter avec la nature, c'est hyper important, quoi. Peu importe le métier que tu fasses, en fait. Oui, exactement. T'es pas obligé de devenir agriculteur pour te reconnecter avec la nature, quoi. Mais aujourd'hui, il y a une telle déconnexion. Et mettre du sens un peu, quoi. Mettre du sens un peu dans ce qu'on fait. Je trouve que c'est violent, quoi, en fait. Et moi, je peux en parler parce que moi avant, mon expérience professionnelle, c'était pas du tout en lien avec la nature ou quoi, etc. Aujourd'hui, je regarde pas un arbre de la même manière qu'il y a 10 ans, quoi. Et en fait, je me rends compte que même moi, j'ai pu l'être déconnectée. Et même pas autant que des personnes que je vois autour de moi, quoi. Et ça, je trouve que c'est hyper grave, quoi. Ça me choque, moi, dans la société aujourd'hui, cette déconnexion. Ouais.
Tu peux regarder une forêt et ça te fait rien en fait. Alors que en fait, quand tu regardes une forêt, mais c'est, je sais pas, c'est un espèce de, c'est ouf quoi. Il y a tellement de milliards d'individus dans un petit écosystème de quelques arbres et un cours d'eau qui coule. Enfin, je sais pas, c'est. Alors des fois c'est rigolo parce que des fois en plein mois de décembre, les gens qui viennent passer un week-end au gîte. Alors vous avez quoi comme légumes? Bon, mais en décembre chez nous c'est compliqué les légumes. On a quelques pommes de terre. Ouais, il peut rester pommes de terre. Ouais, voilà. On comprendrait aussi mieux le coût des choses et ce que rapporte aux productrices tout ce qu'on consomme. Et clairement, qu'on se le dise, le maraîchage, ça rapporte rien. Et les légumes bio, si vous trouvez ça cher, c'est uniquement parce que vous êtes habitué au prix des tomates en serre, faites en intensif, où il y a souvent une seule personne, des grosses machineries et des produits super nocifs pour l'environnement, qui permettent moins de main-d'œuvre et donc moins de coûts et plus de rendement. Mais pour faire les asperges bio de la ferme des filles, on est presque une dizaine tous les 2 jours, pendant 4 heures, pour produire moins de 80 bottes d'asperges calibrées. C'est-à-dire que chaque activité, plus tu diversifies, plus chaque activité demande des outils spécifiques, des connaissances spécifiques, des compétences spécifiques, etc. Qui fait que nous, quand on a une petite ferme qui est en plus assez diversifiée, c'est énormément d'énergie pour chaque activité, quoi. Donc, et c'est du coup beaucoup moins rémunérateur dans ce sens-là. Parce que du coup, tu peux pas trop faire comme les grosses entreprises agricoles où en fait tu gagnes des bénéfices parce que tu permets de te dégager de la marge du fait de faire toute la même activité et de réduire les coûts de production. Nous, on a plutôt sur des très gros coûts de production sur notre ferme par rapport aux gains. Et souvent, les maraîchères bio non mécanisées, elles sont obligées d'avoir d'autres activités pour pas se tuer à la tâche. Notamment, une qui fonctionne bien, c'est l'agrotourisme. Et c'est Cécile qui nous en parle. En ce qui me concerne, je trouve que le modèle économique qui est partagé entre l'agritourisme et l'agriculture, je trouve que c'est un bon équilibre parce que ça permet d'avoir des recettes qui sont plus faciles d'accès et que voilà, comme on sait aujourd'hui, c'est pas rémunéré à sa juste valeur, quoi, clairement, l'agricole. Surtout sur des micro-fermes où du coup c'est beaucoup de travail à la main, il n'y a pas beaucoup de machines. L'agritourisme, pardon, mais écotourisme aussi du coup, était clairement une manne financière. Et évidemment, il y avait aussi cette idée d'échange, de partage, de montrer aux gens que voilà, on peut. Alors, on n'a pas du tout la prétention de nourrir un territoire, de nourrir la planète, mais on met notre petite graine justement, et voilà, on montre aux gens que chez nous, la salade a un bon goût de salade, les tomates, elles ont un bon goût de tomates. Pareil pour les framboises, pareil pour les asperges. Bon, voilà, tout ça. Et ça nous a permis de faire pas mal de tests, etc. Et puis de changer des choses, de s'adapter. Avec quand même énormément de travail, mais c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps aussi à se former, à apprendre sur le terrain, à réfléchir, à essayer de prendre les bonnes décisions. Oui, on a la chance de ce temps de réflexion, quoi. Et vraiment. On l'a bien utilisé, ouais. Ouais. Bon, parfois peut-être trop. Peut-être trop même des fois. On est très fort pour blablater. Le grand sujet de cet épisode, c'est le collectif. Comment on le nourrit, comment on l'organise et comment on s'écoute pour mieux faire et avancer. Et les filles, elles ont décidé de se faire accompagner par Isabelle, coach et psychologue. Oui, puis ce que nous a permis beaucoup Isabelle, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à faire aujourd'hui, à bien communiquer, à essayer de comprendre qu'est-ce qui pousse les émotions chez les uns et chez les autres. On n'apprend pas du tout ça. Et le fait de se plonger un peu là-dedans, c'est hyper intéressant. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit souvent aujourd'hui, en fait, c'est aussi une chance. Maintenant, on commence à vraiment très très bien se connaître toutes les 4, quoi. Ça n'empêche pas que des fois, on n'arrive pas du tout à se comprendre, mais au moins, on comprend pourquoi on se comprend pas, quoi. Et c'est plus facile, du coup. À relativiser, du coup. Et à pas le prendre pour soi. Parce que souvent, en fait, on a tendance à prendre pour soi une colère qui vient de l'autre, alors qu'en fait, c'est sa propre, colère qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Et ça, je trouve qu'on arrive vachement mieux à se le dire. Mais bon, de toute façon, c'est tous les groupes humains. C'est un truc qui ne s'arrêtera pas. C'est évident que ça fait partie des relations... Du collectif. Nous, on en rencontre beaucoup de collectifs et du coup, on partage beaucoup notre expérience de se faire accompagner, qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Et en fait, on se rend compte que, moi, généralement, tous les collectifs que je rencontre qui sont accompagnés, ils ont énormément de choses à dire. Et souvent, des gens qui créent des collectifs où ils ne sont pas accompagnés ou quoi... Ça pêche. Tu sens qu'ils sont en mode, ah ouais, c'est... Mais bon, c'est...
Enfin, moi, je trouve que c'est hyper important, quoi. Hyper important. Après, c'est un truc qu'on a fait un choix de se dire, on met des sous là-dedans, on prend du temps pour ça. Et au détriment, peut-être parfois, effectivement, d'une productivité de certains autres maraîchers qui, eux, sont vraiment dans un peu plus le pragmatisme agricole où il faut sortir les paniers absolument pour la MAP. Nous, c'est vrai qu'on a cette flexibilité de se dire, nous, on va en vente direct, on n'a pas des gros contrats d'AMAP, etc. Donc, on n'a pas de pression, en fait, avec la clientèle, quoi. Ça, c'est quand même un confort de vie. Oui, puis on a réussi à mettre en place des circuits de commercialisation qui fonctionnent bien, où ça roule. Ici, ce qui diffère de la plupart des projets collectifs en mixité, c'est que elles, leur principale peur, c'était pas d'être malheureuses dans le projet, mais c'est qu'une autre soit malheureuse. Et c'est comme ça qu'on construit un collectif, en prenant soin des autres. C'est-à-dire qu'on est tellement en stress de se faire souffrir ou que ça se passe mal et que vraiment ça dégénère, qu'en gros... ça n'arrivera pas. Non, mais évidemment que ça n'arrivera pas, on le sait que ça n'arrivera pas, mais comme ce stress, tu le portes un peu, justement, peut-être un peu plus au début du projet. En fait, c'est pas le stress qu'on se fâche ou quoi, mais c'est le stress qu'il y en a une, par exemple, qui parte parce que elle souffre trop, que c'est trop dur, etc. Et donc ça, je pense que quand on n'est pas hyper unis, on va dire, par vraiment des liens d'affection, de sœurs, de cousines, etc., c'est peut-être un peu plus facile. Parce que tu sais que si vraiment ça clash... Tu perds quelque un chose. Ami, ou tu perds un collègue de travail, il n'y a pas toute la dimension. Mais bon, oui, moi je pense que les plus grosses angoisses que j'ai eues au début du projet, c'était peut-être que finalement on n'y arrive pas toutes les quatre. Oui, qu'il y en a une d'entre nous qui ne se sent pas dans sa place. Qui se sent pas bien et qu'elle quitte le projet pas en mode sereine, quoi. Mais voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu plus OK avec cette idée de s'il y en a une qui part, ça sera parce que vraiment elle a un autre projet. Ce sera pas par rejet de la ferme des filles, quoi. Et on en a beaucoup parlé justement de dissocier. Voilà, t'as le projet ferme des filles, après t'as chacune d'entre nous, et que si un jour on part, en fait, accepter le fait qu'en fait on peut partir à n'importe quel moment. Et ça, on a commencé à en parler il y a 2 ans, quoi. Longtemps, ouais. Qu'en fait, il y a aucun souci. En fait, il faut qu'on arrête de se mettre une pression. En mode on est pieds et poings liés à la ferme des filles, à vita aeternam. Et que si on a des doutes sur je suis pas sûre de vouloir rester dans le projet, on a le droit d'avoir des doutes, en fait. On a le droit de se dire peut-être j'ai pas envie d'y rester pendant 4 ans. La communication et l'empathie sont des qualités apprises aux femmes dès le plus jeune âge, mais qui sont pourtant essentielles au fonctionnement de n'importe quel collectif. Et puis entre nous, je pense que le fait d'être 4 femmes, y a plein de choses où oui, c'est peut-être plus facile. Voilà, quand on doit décider, est-ce qu'on se donne un jour de congé quand on a nos règles, ça, c'est évident, quoi. On est tous sur la même longueur d'onde. On se comprend, quoi. Il y a des choses comme ça qui sont plus... Et puis je pense que s'il y avait eu un mec ou 2 dans le groupe, peut-être que cette démarche d'aller se faire accompagner, elle aurait peut-être pas été si évidente, peut-être que ça aurait pris plus de temps. En fait, je sais pas, c'est que des suppositions. Aussi, le fait d'être une femme, ça leur a permis de soulever des questions évidentes et qui, pour elles, ont été assez rapidement gérées. Oui, c'est ce qu'on parlait ce matin, c'est le côté où on est en train de rediscuter aussi de les valeurs sociales qu'on veut mettre dans notre société, et du coup ça fait partie des questions, quand on est fatigué, quand on a nos règles, tout ce genre de questions, comment on le prend en compte, comment on le compense, comment c'est juste entre chacune d'entre eux. Au Japon, en Corée du Sud, en Indonésie et maintenant en Espagne, on accorde des congés menstruels. Il y a des premiers tests en France, qui malheureusement portent à débat. Le corps féminin a longtemps été considéré comme illégitime dans le monde du travail. Encore plus dans des métiers physiques, comme l'agriculture. En tant que salarié, en disant qu'on est fatigué parce qu'on a nos règles, on a peur de valider ce cliché. Et pour certaines, autoriser un congé menstruel n'est qu'une nouvelle manière de stigmatiser les personnes menstruées. Pourtant, ce qui stigmatise, c'est de ne pas avoir la sensibilité suffisante pour comprendre que nous sommes différents et différentes, et que le monde du travail est loin d'être neutre. On le voit bien que ces questions sont rapidement comprises et réglées dès qu'on travaille entre mères, femmes et personnes menstruées. Tous les mois on saigne. Ah oui, vous connaissez, oui, tous les mois on saigne, et du coup, je voulais peut-être juste dire, oui, que du coup on est plus empathique par rapport à ça, et que on est plus, mais on l'était au début, peut-être même, on le disait pas trop en fait, c'est que... on fait peut-être plus attention maintenant. Dit, et on est proches, en plus on est de la même famille, donc il n'y a même pas trop cette pudeur qu'il peut y avoir entre personnes qui se connaissent pas, mais aujourd'hui on y fait vraiment attention.
plus et les unes envers les autres. Enfin, je veux dire, on s'empêche pas de dire ah ouais non mais là j'ai mal ou là c'est dur, j'en chie et du coup et les autres de nous répondre non mais là repose-toi ou vas-y allonge-toi mais mets-toi une petite sieste là avec les jambes un peu surélevées, bois plus d'eau. Voilà, on s'interdit jamais de se reposer en fait et de que si on se sent pas bien, on se force pas à travailler comme un acharné quoi. De un peu écouter son corps et voilà, du coup, en fait, on a démarré très fort avec des énergies très vives et très puissantes, mais on pouvait pas rester tout le temps dans cette euphorie de démarrage de projet. Et du coup, c'est vrai qu'au bout de 2-3 ans, il y a quand même des douleurs qui n'étaient pas là aussi qui arrivent. Alors à la fois, c'est bizarre, moi je parle d'une force, je pense, intérieure. C'est plus une force intérieure qui arrive, liée à ce qu'on fait, mais il y a aussi quand même le corps qui des fois fatigue. Et du coup, pour durer dans la durée, là, on commence vraiment à être dans cette phase-là, je trouve, où on fait vraiment un petit peu plus attention, d'essayer de faire des étirements quelquefois, d'arriver à se dire, ok, je fais une petite pause, si j'ai été trop courbée, je fais autre chose debout pour me redresser. Si on veut continuer à faire ça pendant encore quelques années, parce que bon, on n'est pas jeune, mais on n'est pas vieille. Faut qu'on apprenne à parler à notre corps et puis à l'écouter. À l'écouter un peu et faire les bons gestes, les bonnes postures. Ça s'apprend aussi de faire les bons gestes. Il y a même des formations, gestes et postures pour les agriculteurs, ergonomie, c'est chouette. On a posé à chacune la question de ce qu'était la sororité. Surtout qu'elles sont toutes sœurs ou cousines. Et c'est très fort. Ben moi, je dirais la solidarité entre femmes autour des difficultés qu'ont les femmes dans ce système patriarcal, quoi. Vraiment le fait que ensemble, on se rend compte qu'on a quand même été opprimés, oppressés depuis des siècles et que du coup, c'est évident qu'il faut se rassembler et c'est évident qu'à certains moments, il faut que les femmes elles portent une parole commune, quoi. Pour faire un peu contre cette société patriarcale qui existe encore, même si effectivement on a plus de chance aujourd'hui qu'il y a même 50 ans, il reste encore énormément je pense que dans le monde, le peuple le plus opprimé, c'est les femmes, quoi. Moi, je le dis souvent, cette phrase, mais c'est une réalité, quoi. C'est celles qui n'ont pas accès à l'école, qui n'ont pas accès aux soins. Voilà, c'est celles à qui on inflige quand même des tortures corporelles. C'est celles qui vivent le plus de féminicides. Voilà, donc il y a une évidence à se rassembler pour lutter. Même si nous, on n'est pas dans la lutte acharnée, où on va aller faire des... Enfin voilà, moi je me sens plus d'aller dans des grands mouvements, etc. Mais en tout cas, je me dis que rien que le fait qu'entre nous, on essaye de se comprendre, d'accepter nos problèmes de femmes et d'en parler et de le communiquer aussi aux autres, quoi. De dire, oui, nous on rencontre des problèmes en tant que femmes personnelles, mais du coup on essaie de trouver des solutions et ça favorise notre vie personnelle. Et elle est mieux, quoi, notre vie, du coup. Enfin, c'est vrai, moi, du coup, grâce au projet, je trouve que ma vie de femme, elle est plus cool. Parce que si j'ai un problème de santé, je sais que mes collègues, elles vont me soutenir. Si j'ai un problème avec mes gamins, pareil. Et ça, en fait, dans la société, les femmes, elles sont jamais aidées, quoi, pour tous ces trucs. Donc moi, je vois ça comme ça. Trouver des solutions entre nous. En fait, c'est par nous que... Au niveau de notre structure, quoi. Nous, ça reste à une échelle... petite échelle. Toute petite échelle. Mais, en tout cas... c'est important de se soutenir, quoi. Ouais, le fait de le communiquer aussi. Parce qu'après, nous, on s'est jamais dit, on est genre une entreprise féministe. Non. Parce que je me souviens qu'au tout début... On porte pas la bannière, quoi. Mais n'empêche que dans les choix qu'on fait... En fait, on se rend compte qu'on l'est... On l'est. Par les choix qu'on fait, quoi. Mais on s'est jamais revendiqué, Oui, on s'est jamais revendiqué politiquement un mouvement féministe. On s'attendait à pouvoir sortir toutes nos théories féministes radicales sur le collectif féminin. Mais sur le coup, on a presque été déçus. Parce que pour elle, le féminisme, c'est important, c'est évident, c'est nécessaire, mais c'est pas central. Non mais c'est vrai, la question de la sororité et du féminisme, moi je trouve que c'est des questions qui sont venues parce que on est... Bon, évidemment parce qu'on est des femmes, et parce qu'on s'est dit, en fait, ouais, on peut faire quelque chose, quoi. Parce qu'on est des femmes, on peut du coup créer une organisation par rapport à nous, quoi. Enfin, et ça, par contre, moi je trouve ça génial. Oui. Mais parce qu'au début, c'est vrai qu'on n'a pas du tout. Enfin, on s'est pas posé en se disant on est 4 femmes. Est-ce que notre projet du coup il
il prend une connotation, ou est-ce que, voilà, en termes d'activité, en termes de choses qu'on a envie de véhiculer comme message, est-ce qu'on a envie de véhiculer un message par rapport à ça? Clairement, au tout début, pas du tout. Par contre, aujourd'hui, moi, je suis assez fière de pouvoir raconter notre expérience, là, de femmes. De femmes, ouais. Parce que je trouve que c'est vraiment... je pense qu'il y a des choses à prendre, quoi, dans les expériences de femmes qui sont en collectif pour la société plus globalement, quoi. D'ailleurs, il y a des entreprises qui commencent à réfléchir sur les jours de règles, les congés maternité peut-être qui vont évoluer. Voilà, en France, on est encore quand même clairement pas hyper évolué, quoi. Oui, sur les salaires. Socialement, on a quand même fait des... Mais moi, je trouve. On a pris des décisions qui sont... Et ça, c'est clair que c'est notre condition de femme qui nous a amenés à se poser ces questions-là. Donc c'est en ça que je vois notre collectif féministe. Ouais. On avait fait un énorme panneau où tout le monde pouvait venir écrire des noms, des idées de noms de ferme. Du coup, il y avait la ferministe, il y avait la ferme. Oui, il y avait des trucs plus agressifs. Non, il y avait des trucs marrants, quoi. Parce qu'après, il y a eu la ferme des femmes, la ferme des meufs, on avait plein d'idées, la ferme... Après, en fait, on s'est quand même dit, finalement, on est quand même 4 filles. Enfin, c'est pas si mal si en fait c'est clair, quoi. Tu vois. Mais bon, moi, je commence à me lasser de la ferme des filles, mais bon, ça, c'est personnel. Je trouve que ça fait un peu gnangnan, en fait, au final. Il y a un côté un peu... Après, c'est pas grave, ça m'empêche pas de dormir. Mais on s'est dit que ça continue comme ça, si on est encore là dans 10-15 ans, ça, on changerait de nom, quoi. Ça s'appellerait la ferme des vieilles, ou... On va pas... je veux dire, si on a 70 balles et qu'on est toujours là, peut-être qu'on s'appellera... On va peut-être changer de nom, quoi. Le collectif, pour elle, c'est pas une revendication ni une lutte. C'est inné et naturel. C'est un besoin. Elles sont nées avec. C'est Martha, celle qui tient un restaurant avec son compagnon sur la ferme, qui nous en parle. Nous, on est un collectif, les filles, elles ont dû vous le dire, on a grandi dans un hameau de maison, on était plusieurs familles de cousins qui se sont installés à la base, donc la génération de nos parents. Nous, on a grandi du coup sur ce terrain avec plein de cousins. Moi, j'étais un peu en dernière génération, du coup, j'étais un peu seule tout, mais j'ai quand même connu tout ça. Et après, le fait qu'on ait 2 très grandes familles du côté de notre père et de notre mère, on a toujours aussi vécu des réunions, il y avait plein de monde, plein d'amis de la famille aussi qui étaient inclus dans les réunions familiales. Les fêtes des familles 1 fois par an qui réunissaient genre 200, 300 personnes. Il y a un truc du vivre ensemble et du partage, quoi. Que on a, enfin moi que je célébration tiens, aussi. Ouais. Et... Moi aussi, bien sûr. Je sais pas, on œuvre pour un collectif au-delà de la famille, en fait. On pense collectif, mais on pense pas famille. On pense collectif. Et par contre, on trouve ça trop bien que du coup, dans notre collectif, il y ait notre famille qui soit inclus. Les filles, elles veulent créer une communauté, faire des liens entre les générations, entre les genres, entre les catégories sociales, entre les corps de métier, entre les familles, entre les pommes de terre et le lin, entre les voyageuses, les sédentaires, les brebis et les enfants, entre la terre et l'assiette. Et ça, pour ça, la ferme, c'est top, parce que y a les filles à côté qui ont 3 activités différentes. Nous, on complète avec la restauration, Pauline tatouage, il y a Flo qui est là avec le food truck. Puis... Oui, puis elles sont pas... elles sont... Comment? Merde. Elles sont réceptives des idées et d'ouvrir le truc, quoi. De pas se focus que sur l'agriculture et les gîtes, par exemple. Ouais. Ouais, je pense... De créer vraiment... Je pense qu'elles aussi, elles ont envie de créer cette communauté plus grande que juste la ferme. Ouais. Il y a des jours où on va se dire ah quand même c'est vrai que c'est dommage. On aimerait, je pense, être propriétaire d'un si beau site, hein, d'un si bel endroit et se dire, se projeter en se disant ah là là pour nos enfants, nanana. Mais en fait ici on se projette en se disant pour les générations futures et du coup on englobe la génération future et pas seulement nos enfants et nos petits-enfants, enfin qui peuvent du coup, enfin tous les enfants et tous les petits-enfants qui vont arriver peuvent être les nôtres en fait et on décide de faire quelque chose qui de toute façon servira aux générations futures. Donc on n'est que de passage, hein. Donc on n'est pas propriétaire. Ouais. Alors on n'a pas pu enregistrer chaque scène de vie, mais il y a eu celle de Julie, qui finit tout juste de repiquer des poivrons et passe au restaurant de sa sœur Martha pour prendre un verre. Elle part dans 15 minutes pour aller visiter leurs parents pour le week-end et propose à sa sœur, comme ça, spontanément, si ses garçons veulent venir. Et en 10 minutes, dans la plus grande joie des 2 petits-neveux, leur sac est fait
Et ils sont partis avec Tata Julie pour aller voir papy et mamie pour le week-end. On entend souvent le proverbe « il faut tout un village » pour élever un enfant. Ici, c'est possible. Et ça donne beaucoup de force et d'espoir en des nouveaux modèles et en nos futures générations. Mais après, moi, j'ai assez confiance en la génération qui arrive. Enfin, je pense que de toute façon, il n'y aura pas le choix. Et voilà, il y a plein de jeunes comme vous. Il y a les ingénieurs qui ont fait leur discours. Voilà, c'est encourageant, quoi. Je me dis, il y a quand même des jeunes qui sont connectés, quoi, qui savent que là, on part dans un délire. Enfin, le low-tech, c'est votre génération, c'est pas la nôtre, par exemple. Donc, il y a des choses bien qui se passent. Non, mais c'est sûr. Après, moi, ce que je pense, c'est que le monde, il évolue quand même hyper vite. Moi, je suis pas hyper optimiste. Par contre, je suis optimiste sur le fait qu'il y aura des gros changements et voilà, il y aura certainement des gens qui vont prendre certaines directions et d'autres. Je crois pas que d'un seul coup, tout le monde va devenir écolo, quoi. On sait très bien que ça va pas arriver. Donc, on sait très bien qu'il y aura de plus en plus de disparités, mais c'est, voilà, les gens qui veulent aller tendre vers quelque chose de meilleur, mais du coup, comment ils vont s'organiser. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises en place. Après, ça n'empêchera pas l'intelligence artificielle et d'autres d'aller, je sais pas sur quelle planète. Je sais pas, moi je dirais qu'on vit une époque incroyable, qu'il se passe des choses de dingue. On est en train de vivre une révolution pour moi. Je pense que c'est hyper positif. Et il va peut-être se passer des trucs tragiques comme la guerre en Ukraine ou peut-être d'autres tragédies encore. On va peut-être vivre pire que le Covid. Mais en fait, on va pas s'arrêter de vivre. Du coup, il faut plutôt aller chercher le positif et puis il faut se nourrir de ce qui nous intéresse, quoi. Et, se nourrir des autres. Je pense qu'il faut revenir à quelque chose de plus communautaire. Je trouve qu'on est trop dans une société, c'est vrai, où les gens sont très centrés. Tu vois bien, les maisons qui se construisent, c'est genre des petits pavillons avec des petits jardins et des barrières entre chaque maison, et avec 2 voitures garées dans chaque maison. Je suis pas pour le en mode Staline, tu vois, mais je suis en mode faudrait quand même essayer de proposer plus de choses en commun. De reconsidérer l'humain et puis la nature et voir un collectif où les trois puissent cohabiter. Il y a plein et surtout les solutions, elles existent en fait. Il faut juste aller les prendre, il faut les trouver, il faut se renseigner, participer à des initiatives collectives qui sont pour le bien-être de l'humain et de la planète. Alors on arrive à la fin de notre aventure, à la ferme des filles. On veut évidemment remercier Jeanne, Cécile, Sophie, Julie, aussi Martha, Thaïs et Pauline pour le partage, la force et la joie. On a adoré cueillir les asperges avec vous, et encore plus les déguster. On a adoré mettre nos mains dans les grands bacs de tisane. On a adoré vos rires et votre complicité le matin autour du café. On a adoré pouvoir être témoins de l'amour et de la bienveillance que vous avez les unes pour les autres. On veut aussi remercier les autres personnes qui font vivre la ferme, de près ou de loin. Mention spéciale à Romain pour ta présence, et aussi pour m'avoir appris à faire des crèmes brûlées. Et merci à tous vos enfants, toujours en train de faire des bêtises aux 4 coins de la ferme, en draisienne, dans les serres ou avec les moutons. On finira sur une citation de Donna Haraway, issue de Vivre avec le trouble, qui nous parle exactement des liens qui unissent cette communauté. Nous vivons des temps perturbants et confus, des temps troublants et troublés. Et quand je dis nous, je veux dire tout le monde sur Terre. Devenir capable d'y répondre ensemble, dans toute notre insolente disparité, telle est la tâche qui nous incombe. Nous devons créer de nouvelles parentés, des lignées de connexion inventives. Nous devons apprendre ainsi, au cœur d'un présent épais, à bien vivre et à bien mourir ensemble. Il nous faut semer le trouble, susciter une réponse à des événements dévastateurs. Nous devons aussi calmer la tempête et reconstruire des lieux paisibles. Il s'agit d'apprendre à être véritablement présent, à être davantage que de simples pivots évanescents entre un passé et un avenir, à être des bestioles mortelles, entrelacées dans des configurations innombrables et inachevées de lieux, de temps, de matière et de questions, de signification. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de collaboration et de combinaisons inattendues, prenant forme dans des tas de compost chauds. On devient avec, mutuellement, ou on ne devient pas. Et à bientôt pour le prochain épisode. Et prenez soin de vous.
retrouverez toutes les sources utilisées pour construire ces réflexions sur le site de l'association Parole de Paysans. N'hésitez pas à nous faire vos retours par mail à gaillarde.le.podcast@gmail.com. On se fera un plaisir d'échanger avec vous.